on voulait garder le plus possible une cohérence avec notre commanditaire. On a eu la chance d'avoir comme commanditaire la délégation des spiritueux d'Italie, qui, on le sait tous, vient avec un portfolio super rempli, super intéressant, des beaux produits avec lesquels travailler. Puis on s'est dit que non seulement on voulait mettre ces produits-là de l'avant, mais on voulait carrément en fait en faire un point pivot de notre thématique de bar. Le deuxième point important avec lequel on voulait évoluer, puis qu'on a voulu garder tout au long de notre projet, c'est de proposer une proposition qui était très concrète. Qu'est-ce que ça veut dire, proposer une proposition concrète? Je dis beaucoup le mot concrète. Ça veut dire, ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est proposer un projet qui ne se perdait pas trop dans des détails superflus, qui n'était pas trop... on voulait un projet qui était réalisable, qui était concret, qu'un investisseur pourrait prendre et faire « Wow, ça c'est cool, j'aimerais ça le réaliser ». On ne voulait pas y aller trop dans des affaires conceptuelles qui allaient se perdre en détails ou en budget irréalisable ou en objectif inatteignable. Une fois qu'on a décidé que c'était allait être les mots d'ordre qui allaient guider toute notre présentation, on a décidé d'aller chercher tout de suite nos sources d'inspiration. Pour aller chercher nos sources d'inspiration, encore une fois, on a fait le parallèle avec notre commanditaire, qui est la délégation des spiritueux d'Italie. Nous, dans le fond, ce qu'on a décidé qu'on voulait faire, c'est qu'on a été s'inspirer des magnifiques terrasses qui arpentent le quartier Trastevere à Rome, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés. C'est un quartier qui est très, très connu dans le monde de la restauration, qui a un côté un petit peu bohème, qui est un magnifique quartier, puis qui est connu pour ses magnifiques terrasses. Puis on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait importer ce quartier-là, puis l'intégrer dans un contexte plus métropolite comme la ville de Montréal. Plus particulièrement encore même dans le quartier de Griffintown. Une fois qu'on a décidé que c'était ça qu'on voulait faire, on s'est dit, la meilleure manière de réaliser cet objectif-là, c'est de réaliser une immense terrasse intérieure. Edna me fait signe de respirer. Pour réaliser une terrasse intérieure, de quoi on avait besoin? En fait, on avait besoin d'un grand espace ouvert, ça c'est sûr. On avait besoin de beaucoup de lumière, effectivement beaucoup de plantes. On avait besoin aussi de garder des matériaux simples. On voulait que les matériaux puissent parler d'eux-mêmes. C'est à partir du moment où on a décidé qu'on voulait obtenir une terrasse intérieure qu'on est venu avec l'idée du nom Lucciola. Le nom Lucciola, c'est très simple, ça veut dire luciole en italien, comme beaucoup de personnes auront probablement deviné. Pourquoi on s'est attardé à la luciole? On trouvait que la luciole, c'est un insecte qui est vraiment unique. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on a tous des souvenirs vraiment particuliers d'avoir vu des lucioles dans une soirée, puis automatiquement, ça devient un petit peu un moment magique, ça devient un petit peu un moment perdu dans le temps, quasiment féerique. Puis on s'est dit que c'était vraiment une belle inspiration pour une thématique de bar, parce que c'est un peu l'effet qu'on recherche aussi quand on va dans un bar. On aime avoir un moment perdu dans le temps, on aime avoir un moment spécial, un moment magique, puis la luciole symbolise extrêmement bien ce concept-là. Après qu'on ait trouvé notre nom de Lucciola, on en était rendu à designer notre bar, trouver nos matériaux, puis comment l'espace allait s'exprimer, comment l'espace allait pouvoir manifester ces idées-là. On en est arrivé au design, aux décorations. Encore une fois, le mot d'ordre, ça a été vraiment la simplicité, puis ça a été vraiment d'aller chercher des matériaux qui allaient parler d'eux-mêmes. On a décidé de limiter la quantité de matériaux qu'on allait utiliser à plus ou moins 4 matériaux principaux avec quelques pigmentations par-ci par-là. Les 4 matériaux principaux, c'est le miroir, parce qu'on le sait tous, le miroir agrandit beaucoup une pièce et transmet beaucoup la lumière aussi. Les deux autres matériaux qu'on a voulu utiliser, c'est la terracotta puis le bois, parce que ça rappelle beaucoup la chaleur de l'Italie, puis ça rappelle naturellement les terrasses de Trastevere, qui est le point culminant de notre bar. Et le dernier matériau qu'on a utilisé, c'est le marbre. Le marbre amène toujours beaucoup de cachet. Le marbre italien est aussi très reconnu. Ça fonctionnait très bien aussi avec notre thématique. Ensuite, on a seulement 2 éléments décoratifs dans notre bar qui sont très simples. Le premier, c'est une espèce de vélo usagé qui rappelle justement les ruelles et les terrasses de Trastevere. Le deuxième, c'est un lampadaire de fer forgé qui lui rappelle la luciole puis la lumière, qui est le point central de notre bar. Je vais passer la parole à Nicolas. Il va vous décrire un petit peu le budget puis comment on est arrivé avec la conception du bar d'un niveau plus financier. Et voilà. OK, parfait. Finalement, je suis derrière le bar depuis le confinement. Donc, j'espère que tout va bien. Donc, le budget, directement, on a décidé de le séparer en 2 parties. Ça va être le coût unique et les coûts mensuels. Vers les coûts mensuels, on va se retourner plus tard. Mais pour les coûts uniques, on peut voir, parce qu'on a appris, c'est quand même une situation mondiale maintenant. Avec la situation du COVID, un peu partout dans les bars, on s'est dit, de jour 1, qu'on va prendre 50 000, on va le mettre du côté, on l'a mis dans revenu d'opération. Quelque chose pareil, on a fait avec le fonds d'urgence pour une simple raison, parce que le futur est toujours imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans le prochain futur, mais on sait que du moment si quelque chose va mal, Lucciola a une petite 60 000 juste du côté. Donc, on est prêt pour le futur. Pour tout ce qui est permis, on les sépare aussi dans charges annuelles et charges uniques.
Pour tout ce qui est le permis, on a vraiment, comme Joey a dit, on a décidé d'aller vraiment dans l'essentiel. Donc, MAPAC, permis alcool et permis de danse et spectacle. Si jamais vous allez me dire que danse, ça ne fait pas partie de quelque chose d'essentiel pour Zumbar, je vais vous laisser parler avec Joe après la compétition et il va changer votre avis. OK. Mais sans oublier, bien sûr, parce que quand même, on a besoin on est en local, on a besoin de rénovation. Avec les rénovations, on a quand même besoin des permis aussi. Donc, on va avoir les 2 permis d'occupation et rénovation ça va nous permettre de travailler avec une compagnie de construction qui dans un délai de 6 jours, 6 jours, I wish, dans un délai de 6 semaines, avec un beau petit prix de 112 000, ils vont nous construire le Lucciola, peu importe. Donc, donc, après ça, on va partir vers l'équipement bar, cuisine, salle, bureau. C'est la totalité des choses qu'on a besoin pour le fonctionnement quotidien d'un bar. Ça veut dire, dans le prix que vous voyez ici, c'est la totalité. Quand je veux dire la totalité, c'est les pics en bambou, des pailles, des napkins, bitters, l'alcool. Donc, ça c'est l'équipement du bar. Donc, ça implique absolument tout, de pic à bambou jusqu'à la station du bar. Plus ou moins des choses essentielles. Après ça, on va partir vers inventaire de départ. Très, très simple. On a réservé ce montant pas seulement pour les premiers 2 jours d'ouverture, mais aussi pour le premier mois. Donc, ça va impliquer la totalité des coûts de biens qu'on a besoin pour, par exemple, faire le sirop, c'est quoi la quantité des jus qu'on a besoin. Tout était calculé pour... je peux toujours vous expliquer tous les calculs. Si jamais vous avez des questions, vous me dites après. Donc, c'est ça. On a décidé, mais on a gardé quand même une petite 10 000 dans ce 17 000 qu'on va focuser absolument juste sur le back bar et sur le speed rail, avec un grand focus sur des produits comme Amaro, Vermouth et les autres beaux produits de délégation de commerce d'Italie. Des spiritueux d'Italie, excusez-moi. Donc, à la fin, la formation de l'équipe. La formation de l'équipe, elle est très, très, très importante parce qu'on veut être sûr que tout notre staff il peut donner une magnifique expérience à chaque personne qui va rentrer, qui va venir nous visiter. Donc, premièrement, on veut les transmettre la philosophie de Lucciola, la vision, comme qu'est-ce que Joey avait dit avant, mais aussi, on va prendre une partie du budget aussi pour investir dans l'éducation future de notre staff. Ça veut dire chaque année, on va avoir des petits voyages, distilleries, vignobles, peut-être des voyages où on va aller visiter l'Italie pour aller découvrir le bon monde des spiritueux italiens. Et sur cette belle note, je vais passer la parole à Isaac, où il va vous parler du développement durable et écologique. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là ce soir et de vous présenter ce magnifique projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois d'arrache-pied. Donc moi je vais vous parler de la partie développement durable. Donc le développement durable, je l'ai séparé en 3 sous-points. Le premier, ça va être nos produits jetables, donc c'est paille, napkins, etc. Donc c'est sûr que nous, on a voulu limiter au maximum leur utilisation dans notre bar. Ça parle de soi. Donc, mettons qu'on parle des pailles, on va utiliser des pailles en agave, mais on ne va pas les offrir aux clients. Ce ne sera pas directement dans les verres, ça va vraiment être juste sur demande pour vraiment limiter l'utilisation au maximum. Pour les serviettes aussi, on n'a pas de serviettes jetables dans notre bar, donc on s'est muni d'une laveuse et d'une sécheuse qui vont être situées au sous-sol, parce qu'on va pouvoir avoir nos serviettes réutilisables, qu'on va garder la rotation puis les garder propres pour nos clients. Ensuite, les stations de déchets. La gestion des déchets, ça peut rapidement devenir un problème dans un bar, surtout s'il n'y a pas un bon système qui est établi, puis que les membres du staff y comprennent et y appliquent surtout. Donc, on a décidé d'installer des stations de tri de déchets à des endroits stratégiques dans notre bar, donc aux stations, bien entendu, à la station de prep au sous-sol et également en cuisine. On va également offrir une formation à notre staff afin qu'il soit bien au courant d'identifier les déchets parce que c'est facile pour quelqu'un de penser que le polyuréthane, ça se recycle, mais au final, on ne peut pas le recycler, etc. Donc, vraiment bien comprendre, puis pour assurer un bon tri de nos déchets également. Maintenant, je vais rentrer dans le croustillant du sujet, donc notre mur hydroponique. C'est sûr que c'est un mouvement ambitieux pour nous de faire ça dans notre bar. Il y a plusieurs gens qui ont essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné, mais nous, on s'est dit, malgré tout ce que les gens nous ont dit, on va le faire fonctionner, ça va marcher. Puis notre but là-dedans, c'était vraiment de soulever un questionnement au niveau de notre clientèle parce que c'est de là que ça part la conscience écologique. Ça part de quelqu'un qui se pose une question, qui ensuite décide de poser une action pour réduire son empreinte écologique. Donc c'est là qu'on a voulu l'exposer derrière notre bar, puis le montrer à tout le monde pour qu'il pose des questions, il pose des questions au staff, puis ils comprennent c'est quoi la démarche qu'on a faite là-dedans.
Donc, c'est quoi l'hydroponie pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ça? C'est le futur de l'agriculture, c'est pas compliqué. Premièrement, les végétaux et les fruits poussent extrêmement plus vite parce qu'on est en circuit fermé, donc on a vraiment un bon contrôle sur tout ce qui est nutriments et lumière. Aussi, ça utilise beaucoup moins d'espace. Donc, si on parle, mettons, d'un champ de 1 km², on prend ce champ-là, on peut uniquement le cultiver à l'horizontale. Avec la culture hydroponique, c'est de la culture verticale potentiellement. Donc, on change ce plan-là, puis on le met à la verticale, on peut cultiver 50, 60, 70 fois plus de végétaux dans un même espace. Donc, c'est vraiment très avantageux. Une autre chose, ça n'utilise pas de terre. C'est un circuit qui est en circuit fermé avec une substance nutritive diluée dans l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides pour ce mur-là également. La rotation, c'est extrêmement simple. On a juste à prendre notre bouture qu'on va trouver ici. Après 3 semaines, elle va être prête à être placée dans notre mur. On prend ça, on le change directement dans un seau et la culture continue. On laisse quand même ça entre les mains d'un jardinier professionnel pour s'assurer que tout ça, ça se passe super bien et que la rotation est bien exécutée sur notre mur hydroponique. Toutes les herbes qu'on cultive sur notre mur, ils vont ensuite être utilisées pour la création de notre cocktail du mois, qui est un élément super important de notre bar. C'est le Basil Sling que vous buvez en ce moment. Donc, on va uniquement utiliser les herbes pour ce cocktail-là pour éviter une surexploitation de nos herbes puis de détruire notre mur progressivement. Et à chaque fois qu'on va vendre un cocktail comme ça, on s'engage également à remettre $1 à la Fondation Équiterre qui vise, c'est une fondation pour l'environnement, qui focus son énergie sur éduquer les jeunes et bâtir une conscience environnementale. Je vais continuer un petit peu plus en vous parlant de notre menu et de l'approche qu'on a voulu. Donc, on a vraiment été à fond avec le portfolio de la délégation des spiritueux d'Italie. On plonge vraiment tête première dans l'apéro à l'italienne. On offre une belle diversité de produits de l'eau et Livy. On sait que c'est une culture et un mouvement que les gens commencent à beaucoup apprécier. As-tu un verre d'eau, man? J'ai la bouche sèche, bien raide. C'est vraiment un mouvement qui commence à évoluer beaucoup dans la scène. Merci. L'hospitalité est malade, Nico. Merci beaucoup. Donc, une belle diversité de produits low ABV et une gradation aussi de l'amertume dans notre menu pour bien orienter les clients pour qu'ils puissent bien décider quel cocktail ils veulent boire. Le Basil Sling, c'est vraiment ce qu'on voulait représenter au niveau de la carte. C'est rafraîchissant, c'est facile à boire, c'est très démocratique, les gens ils peuvent tout le temps boire, ça fit pour tout le monde. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait exprimer dans notre menu cocktail. Pour la bière, on a été avec un distributeur naturellement de lager italienne. Ça fait du sens puisqu'on est un bar italien. Donc, on a pris une lager italienne. Ça va être notre seule bière en fût. Ensuite, on va complémenter ça avec une belle sélection de microbrasseries québécoises. Tout sur le même distributeur pour avoir une exclusivité au niveau de notre offre de bière puis avoir des meilleurs retours de ce côté-là. Si on continue aussi dans le côté des partenaires, on va passer un super beau moment avec le COVID-19. Donc, c'est important d'encourager local, d'acheter des produits locaux. Donc, on encourage 2 compagnies principalement locales. La première va être Eau-de-Vie. Eau-de-Vie, c'est une super belle compagnie que j'utilise également avec ma compagnie d'événementiel. Ils font des jus fraîchement pressés, sans agent de conservation. Ils utilisent une technique sous pression pour pas pasteuriser, mais pasteuriser leur jus. Donc, c'est vraiment sans agent de conservation, super bonne qualité de jus. Et on utilise également l'art des vivres. Une cuisine, ça peut être compliqué, surtout quand on ouvre un bar, on voulait garder ça simple. Donc, l'art des vivres prennent vraiment une grosse partie de tout ce qui se passe en cuisine pour nous. Inventaire, production, approvisionnement et rotation des stocks. Ils ont créé un super beau menu pour nous, inspiré de la gastronomie italienne, avec des bouchées et des plats à partager qui vont être vraiment parfaits pour le Lucciola. Je passe la parole à Nico qui va continuer un petit peu sur le budget. Magnifique. OK, donc comme je vous ai dit encore, on a séparé le budget dans deux coûts différents. Donc, ça va être le coût récurrent, c'est le coût qui revient chaque mois. Donc, pour tout ce qui est permis, on a décidé de prendre les frais annuels et de les séparer par 12. Pour une simple raison, ça va être plus facile de les payer peu en peu, qui est le payer tout d'un coup. Peut-être ça va être une saison très tranquille, morte, on ne sait jamais, mais on veut avoir une petite backup, un petit oreiller monétaire, on va l'appeler comme ça. Pour tout ce qui est loyer, charge mensuelle, ça veut dire les taxes, les assurances, l'électricité. Je vais remercier Invasion Cocktail qui ont fait pas mal toute la job au début. Ça faisait partie des règlements. Donc, tous les prix ici sont... Merci à vous. Merci Marilyn. Donc, pour tout ce qui ça veut dire pour le service et frais professionnels.
Pour les services, encore, on est en bar, on veut garder ça très, très simple. On va aller pour le musique, par exemple Spotify, on va dire Internet, je sais pas, Vidéotron. Donc, tous des petits, et le gaz, bien sûr. Mais pour les frais professionnels, on a décidé d'aller légèrement plus différent. On voulait plus s'impliquer dans la vie de nos employés. Donc, pour les frais professionnels, on est allé chercher 3 équipes. Une équipe de ménage, donc parce qu'on se comprend, on tous travaille dans des bars, 4, 5 heures du matin, 6 heures, on est fatigué, on va avoir une équipe de ménage qui peut prendre soin de tout et notre staff peut se reposer avec une nouvelle force, retourner le lendemain. Aussi, on va avoir une compagnie qui va s'en occuper de toutes les plantes qu'on a dans le bar pour un très bon prix. On a trouvé une compagnie, c'est entre 25 et 30 plantes. C'est même pas 100 pièces par mois. En plus, ils vont prendre soin de nos murs hydroponiques. Donc, le staff ne peut pas rien foirer. Et aussi, la troisième compagnie, c'est très simple, ça va être le lavage de vitres parce que nous avons besoin de beaucoup de lumière. On a beaucoup des plantes. Surtout, les coûts des produits, c'est ma partie préférée. C'est la partie où j'ai passé 3 semaines au moins. Donc, c'est la façon qu'on est allé chercher. On est allé chercher les ventes estimées qu'on aura besoin pour chaque mois. On veut savoir combien il faut en produire. Avec ça, après ça, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est d'aller... OK, on a séparé les ventes qu'on va recevoir chaque mois. Donc, 30% ça va être les cocktails, 25% ça va être les bières. Pour chaque catégorie, on a créé des petites catégories pour avoir le plus de contrôle possible. Donc, avec les coûts de produits... Pour la main-d'œuvre, comme j'ai dit, c'est assez important de garder le staff. On veut les donner quand même une vie. Et là, la régie nous fait dire qu'on va devoir sauter la main-d'œuvre parce qu'on est en retard sur l'horaire. Je vais juste passer tout de suite au Magnifique. pivotant du projet. Donc, les événements et les soirées d'ouverture, c'est sûr que c'était un moment super important dans le projet. Donc, non seulement les événements, c'est quelque chose qui est la base du marketing, mais c'est aussi une manière de stimuler notre économie de base, si on peut dire, que ce soit pour augmenter les soirées où est-ce que c'est un petit peu moins achalandé, ou pour stimuler ces soirées-là aussi où est-ce qu'on sait où est-ce qu'il va y avoir du monde, puis qu'on veut que les gens viennent plus, puis qu'ils passent un beau moment. Donc, on a décidé d'avoir 3 événements spéciaux. Les mardis, on va avoir des spéciaux sur les low ABV. C'est quelque chose qu'on veut vraiment promouvoir dans notre bar. C'est un courant, comme je vous l'ai dit, qui grandit. Donc, on va avoir des spéciaux sur nos low ABV les mardis. Le jeudi, toujours un gros 5 à 7, spécial sur les Fiero Spritz, qui est un commanditaire avec délégation des spiritueux d'Italie. Ça fait beaucoup de sens. Et bien entendu, la fin de semaine, les gens ils veulent sortir, ils veulent bouger, ils veulent s'amuser. On va avoir un DJ pour ça. La soirée d'ouverture va être séparée en 2 volets. Premièrement, un soft open avec l'industrie. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus compréhensibles de c'est quoi les enjeux d'un soft open. Ils vont peut-être être plus easy sur le staff, ça va permettre de faire les derniers ajustements. Et l'autre chose, très important, l'industrie, c'est un ambassadeur passif un petit peu pour notre bar. Que ce soit par le bouche à oreille, c'est facile. Moi, je vais voir Joe 132. Après, c'est dit, hey, va t'en voir Nico, il est au Four Seasons. Donc, ça s'envoie des trucs comme ça. En montrant ça à l'industrie, ils vont parler avec le bouche à oreille de notre bar, puis ça va faire de la publicité gratuite. Ça va être, cette soirée-là va d'ailleurs être sponsorisée par Martini Fierro. On a déjà un deal avec eux où ils vont venir servir des spritz pour nos invités. On va également offrir des bouchées sur nos grandes tables centrales pour vraiment les plonger dans l'apéro à l'italienne puis le partage. Magnifique, j'ai presque fini. Alléluia. Pour le launching party numéro 2, ça va vraiment être au niveau du grand public. Donc, cette fois-ci, on a fait un partenariat avec notre marque de bière. Donc, la lager italienne va être à l'honneur ce soir-là. Encore une fois, même principe, on va avoir des bouchées sur les tables pour vraiment offrir l'expérience Lucciola à son maximum. Je vais laisser Joe parler un petit peu du marketing pour les dernières secondes qui nous restent. J'ai à peu près 45 secondes, fait que je vais faire ça très simple. Le marketing, c'est séparé en 2. La première partie, on fait affaire avec un professionnel. La première partie de notre budget va aller avec un designer professionnel. Le but, c'est d'avoir une ligne directrice qui est claire, avoir des médias sociaux qui sont bien entretenus, puis avoir vraiment une espèce de consensus dans l'ensemble des posts officiels qui sont faits par le bar. Ensuite, c'est sûr, on travaille tous dans les bars. On est très, très conscient que c'est important que l'équipe s'implique dans la vie médiatique du bar. Fait qu'on va quand même réserver une part de notre budget pour fournir des incitatifs à l'équipe pour les inciter à justement participer à la vie médiatique du bar. Ces incitatifs-là, on ne veut pas nécessairement les envoyer dans d'autres bars parce qu'on sait que dans notre industrie, on ne veut pas nécessairement encourager plus la consommation. Fait que ça va être plutôt des trucs comme séjours spa. Ils ont des chances de gagner des séjours spa, des soupers au restaurant, ce genre de trucs-là. Puis dans le fond, c'est ça. On va réserver une part de notre budget vraiment juste pour stimuler à l'intérieur de l'équipe la personne qui va avoir qui va avoir été la plus créatrice sur les médias sociaux, et ainsi de suite, ainsi de suite.
si on a terminé, je prendrais peut-être juste un 45 secondes parce que c'est sûr que j'aimerais ça remercier 15 secondes. L'équipe d'Invasion Cocktail, le jury, vous nous avez donné quand même beaucoup de temps puis c'est super apprécié. Merci de nous avoir écoutés. Ensuite, on avait Max Coubès qui a designé notre logo. C'est cool. On est quand même, on voulait vraiment le remercier, même s'il n'est pas là. Tous les panélistes qui ont participé, qui ont donné des formations super intéressantes. Puis vraiment, vraiment, vraiment important, on ne pourrait pas arrêter sans remercier une personne qui a été extraordinaire, qui nous a épaulés depuis la première minute, qui nous a donné tout son temps, puis qui a été super chaleureuse, gentille, qui nous a transféré énormément de savoir. C'est notre mentor Adena Smith. On voulait absolument la remercier. Non, je trouvais ça vachement intéressant. Alors, deux points que j'ai vraiment aimé dans votre présentation. C'était justement l'idée de remettre à chaque vente d'un cocktail du mois $1 pour équitaire. Je trouve ça génial. Et puis le fait de penser pour la cuisine, je trouve que ça peut être un vraiment plus pour des personnes qui ne veulent pas s'impliquer, avoir et du staff en cuisine, etc. Et de travailler avec une boîte. Je trouve ça vachement intéressant de voir monsieur. Merci. Pas trop de questions en fait. Non, c'est bien fait, c'est bien présenté donc. Merci Nicolas. Après, si jamais vous avez des questions, on a plein d'images pour l'intérieur du bar. Si vous avez des questions sur comment c'est utilisé, l'endroit où on pensait mettre les matériaux, etc. On n'a pas le temps de s'en jusque-là, mais si vous voulez voir, par exemple, comment vous avez utilisé votre cuisine, en même temps, vous avez eu le dossier, je pense, tout le monde sur. On a tout fait un plan d'intérieur 3D du bar. Si vous avez vraiment une question au niveau justement de la cuisine, comment vous avez pensé en fonction du fait que vous travaillez avec eux, ainsi de suite. Tout est là. Moi, j'ai pas de grande question aussi. Que toi, tout était positif dans les commentaires. La seule chose pour moi, c'est il y avait comme pour la construction, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu cheap. C'était comme ça faisait pas trop de sens dans la réalité. Et je sais que vous avez consulté une compagnie. Oui, ben en fait, moi je travaille en ce moment dans la construction. Toute ma famille est dans la construction. La compagnie en question, c'est la compagnie de mon père, c'est un entrepreneur général qui travaille à Montréal. Puis moi j'ai mes cartes de construction et tout ça, fait qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est sûr qu'on économisait presque 75 000 $. Je peux les expliquer, les coûts, on économisait presque 75 000 $ au niveau de la main-d'œuvre en tout et pour tout pour les travaux que moi et mes frères peuvent réaliser. Ensuite, Nico ne l'a pas mentionné dans son truc, mais après ça, il y a aussi un 10 % de pondération là-dedans de variation au niveau des coûts des produits. Puis aussi, il peut y avoir des variations parce que c'est sûr que si tu fais affaire avec des importateurs de produits spécifiques comme les stations de bar ou les comptoirs de marbre, tu ne peux pas aller plus vite que les délais qu'eux vont te soumettre. Donc ça faisait partie des imprévisibles aussi qu'on avait au niveau du budget et du délai de construction. Ensuite, pour les prix, c'est sûr qu'il y a une grande partie de l'économie qui se fait au niveau de la main-d'œuvre, étant donné qu'on peut faire les travaux plus même côté à la maison. Si vous avez besoin de voir mes cartes de la sécu. Oui. Oui, j'ai une question. Moi, c'est surtout au niveau de la conception des pièces, si on veut. Oui. L'affaire qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait pas de place assise comme face à face. Face à face? Moi, je voyais le temps ici où est-ce qu'on a des places assises face à face. C'est vraiment un esprit qu'on voulait. On a vu une vidéo en fait de. Comment ça s'appelle? World Class, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait une espèce de party italien avec Simone Caporale. Tout le monde était debout autour des tables, c'était vraiment super enjoué, tout le monde communiquait ensemble. Donc, c'est vraiment ça l'esprit qu'on voulait avoir en bar. Oui, on a des tables un petit peu plus intimes, mais c'est quand même des grosses tables ici, que les gens peuvent s'asseoir ensemble. Mais c'était vraiment avoir un esprit, les gens debout, qui s'amusent, qui partagent, qui échangent entre les tables aussi. Là, j'ai voulu le souhaiter. Oui, après c'est beaucoup un esprit de 5 à 7 aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on avait fait une étude démographique du quartier de Bluffenton. Ça montrait que la clientèle dans le quartier de Bluffenton, c'est une clientèle qui était souvent très jeune et qui avait des moyens aussi assez aisés pour la tranche d'âge. Autrement dit, c'est beaucoup une clientèle de jeunes professionnels. Souvent, ça va être une clientèle qui va être assez dynamique, qui va vouloir parler souper d'affaires, souper de réseautage, etc. Fait qu'on trouvait que d'avoir des grands espaces ouverts, des grands endroits aussi avec les tables centrales où les gens peuvent passer d'une personne à l'autre avec les plats partagés, etc. C'est sûr que c'est un peu tabou en ce moment en temps de COVID, mais pour un bar en général, on trouvait que ça fonctionnait bien avec l'esprit du quartier, avec l'esprit de la clientèle, du type de service qu'on voulait offrir. Déjà allé au Nakara aussi, vous avez sûrement vu les tables qui sont aux côtés, donc qui sont sur les côtés. C'est tout le temps quelque chose de super prisé par les groupes qui ont full envie d'être sur ces tables-là parce qu'il y en a qui peuvent s'asseoir d'un côté, les autres sont debout, ça fait vraiment beaucoup de mouvement. Donc c'est un petit peu ça aussi l'idée de ce côté-là, c'est d'offrir cette expérience-là. Cool. Merci. Et pourquoi vous avez choisi Bluffenton? Pour la clientèle, c'est ce qui fonctionnait le mieux avec le type de bar qu'on voulait faire. On voulait vraiment avoir un bar qui était jeune, qui était focusé sur l'apéritif, qui était focusé aussi
comme on disait, notre commanditaire était tellement propice à ça, était tellement propice à faire un bar d'apéritivo, puis à faire un bar justement avec tout ce qui est tapas, etc., culture italienne et compagnie. On voulait utiliser l'ensemble du portfolio aussi. On n'en dira pas, on trouvait qu'on avait été vraiment chanceux, on était tombé sur un excellent commanditaire dans la délégation. Il y avait tellement de belles variétés dans le portfolio, c'était tellement des beaux produits, puis on trouvait que ça fonctionnait parfaitement avec ce type de bar-là, tout simplement. Puis ce type de bar-là s'intégrait bien avec Griffin Farm. Après, c'était vraiment intéressant aussi pour nous de faire une vraie étude démographique parce qu'on trouvait qu'on allait chercher beaucoup de crédibilité au niveau de notre étude de marché. Plutôt que de juste aller vers un quartier fictif, on trouvait ça plus concret. Encore là, on en vient avec un des deux mots d'ordre qu'on s'était donné au début, qui était de faire une soumission de projet qui était très, très, très concrète, très ancrée dans la réalité, qui avait le moins possible de paramètres, comment je pourrais dire, niché. On ne voulait pas un projet qui était niché, on voulait un projet qui était inclusif. C'est un quartier qui est en pleine intéressance, il y a plein de constructions là-bas, ça grossit, donc il va y avoir de la vie, donc ça c'est il y en a déjà, puis il va continuer d'en avoir, ça grossit, c'est résidentiel, il y a plein de gens qui habitent là, ils veulent sortir, il n'y a pas beaucoup d'établissements en Griffin Town. Oui, il y en a, pas très loin, mais c'est pas aussi vaste et comme condensé que Centre-Ville ou certaines autres places à Griffin Town. Il y a encore de la place pour grandir, là, il y a un marché de la place. Merci. Merci.